لا سيري ولا لا؟ اموركم ريقله بس مهنيه. حب الارجين كان خط كثير بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء، في البداية نحب نرحب باسم مجلس الهيئة وباسمكم جميعا أولا بالسيد العميد باسكال مورير اللي هو قاعد يميني، اللي هو الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين بالإجراء والنقيب السابق لجنيف. ومحاله هو اليوم جاء تقريبا بالصدفة، ولكن أكدنا عليه باش يحضر معنا هذا اللقاء اللي هو بالأساس منظمينه مجلس الهيئة مع شركة محاماة دولية اللي هي براون ريندينغ. سي سا دونك البرونسياسيون تاعي تعرفوها بالانجليزي. الزملاء اللي حاضرين معنا اليوم يمثلوا شركة المحاماة هذه الدولية، واللي هي من ضمن المشاركين في تنظيم دورة تدريبية تبدأ نهار الخميس والجمعة حول التحكيم الدولي. فمع بيان سور غرفة التحكيم الدولية حابين نستغلوا وجودهم في تونس باش نطرحوا معاهم نقاش حول معناها موضوع اللي يهمنا جميعا، وهو موضوع العلاقة مع شركات المحاماة الدولية اللي هي بطبيعة الحال كما تعرفوا موجودة وقاعدة معناها تنشط، خاصة في البلدان اللي عندها اقتصاديات هامة، ويبدو اللي عندهم اهتمام بالمنطقة متاعنا وببلادنا. وكما تعرفوا نحن كمحامين متوجسين خيفة من هذا الموضوع، بحكم اللي نعتبره اللي ممكن هذه المنافسة هي منافسة غير متكافئة بين احنا كمحامين فرنسا على مستوى خاصة الإمكانيات المادية والعلاقات اللي تربط هذه الشركات المحامين الدولية فيما بينها. فحبينا باش نطرحوا معاهم هذا الموضوع ونتحدثوا بصراحة بينات بعضنا كزملاء، لأن هم في الأخير أولا وأخيرا هم معناها محامين، عندهم بعض الأفكار، عندهم بعض الرؤى لهذه معناها العلاقة اللي هم يراوا اللي هي باش تكون علاقة متاع شراكة ومتاع تكامل ومش علاقة متاع منافسة ومتاع عداء. فهذا هو. بعد ذلكم ربما باش يكون فما شكون معناها يستحق الترجمة حطوا حد يترجم له باش يكون معناها المداخلات باللغة معناها الفرنسية. Donc, je souhaite la bienvenue à tous nos confrères et consoeurs, et bien sûr particulièrement à notre cher bâtonnier Pascal Maurer, qui est le président d'honneur de l'UIA, l'Union internationale des avocats, ancien bâtonnier de Genève, un grand ami des avocats tunisiens, surtout pendant les années de plomb. S'exprimer ainsi. Il a été un grand soutien à la lutte des avocats tunisiens, surtout pendant la dernière décennie. C'est un grand ami donc des avocats, c'est même un frère, c'est un grand frère pour les avocats tunisiens, donc je lui souhaite particulièrement la bienvenue. Les confrères du cabinet Brown-Hendrick, donc je vais par la suite laisser notre confrère le soin de les présenter. Donc, le sujet, j'ai un peu, comment dirais-je, fait une petite introduction, dans ce sens que l'idée nous est venue
d'organiser cette table ronde hommage du séminaire international sur l'arbitrage international qu'on organise conjointement avec la Chambre internationale du commerce le jeudi et le vendredi prochain. Donc, on veut débattre de cette question sensible parce qu'on ne vous cache pas, nous, les avocats du Sud, on peut s'exprimer ainsi. Donc, on voit avec un peu de scepticisme l'installation et l'intérêt des grandes firmes d'avocats à nos pays. Nous, on perçoit ça comme une concurrence déloyale. Parce que on n'a pas les moyens, que ce soit la technique, financier, etc., qu'ont les grands cabinets. Et franchement, la position des ordonnances, si on peut s'exprimer ainsi, des bâtonniers et même des conseils de l'ordre tunisiens comme les autres conseils de l'ordre dans les pays du Sud. Donc ça a été toujours une position franchement donc contre l'installation des grands cabinets et des firmes d'avocats étrangers dans nos pays. Donc c'est une occasion de débattre de cette question d'une manière franche. Donc est-ce qu'il s'agit d'une collaboration ou d'une concurrence? Voilà, donc vous avez devant vous généralement les thèmes de cette table ronde. Je vous laisse le soin de nous présenter nos confrères. Par la suite, M. Farhat Toumi va présenter, si on peut, comment dirais-je dire, notre point de vue sur la question, et par la suite, c'est à vous, voilà. Monsieur le bâtonnier, merci. Nous sommes très très heureux de pouvoir être parmi vous. Comme vous le savez déjà, nous sommes là pour d'autres événements que nous avons organisés, notamment la conférence de la CCI qui aura lieu vendredi 5 octobre, mais également pour une journée très focalisée sur l'Afrique du Nord et la région, et le développement de la région, qui aura lieu jeudi 4 octobre. Et il y aura des intervenants, je pense, de l'industrie, du secteur bancaire ici, mais aussi éventuellement d'autres pays dans la région, ainsi que l'intervention de la Banque africaine de développement avec laquelle nous travaillons. Donc, nous pensions que cela pourrait avoir un intérêt, étant à Tunis, de venir justement évoquer ce débat qui doit vous intéresser tous. En ce qui concerne l'avenir de votre barreau et la place de Tunis dans un marché de droit global qui s'internationalise de plus en plus. Simplement à cause des relations commerciales internationales qui sont en train de grandir entre les différents pays, non seulement de cette région, mais évidemment du monde entier. Ce que nous pensions, c'était que ça serait intéressant d'évoquer cette question de si les cabinets internationaux, ça doit toujours représenter quelque chose qui ne fait que de la concurrence et parfois la concurrence déloyale, ou bien est-ce qu'ils peuvent avoir aussi un côté plus positif dans votre collaboration et dans votre approche des cabinets internationaux. Je pense qu'il y a deux modèles assez différents et assez clairs parmi les façons dont les cabinets internationaux travaillent avec les pays émergents comme la Tunisie. Le premier plan, c'est l'idée de l'installation et éventuellement de colonisation, ou peut-être qui peut amener à une concurrence parfois déloyale. L'autre façon, c'est le travail en amitié et en collaboration sans s'installer sur la place du marché, mais pour justement servir les besoins de vos clients, mais aussi des clients étrangers, des investisseurs qui vont peut-être venir et essayer de faire des projets dans votre pays et dans votre région. Pour dire juste 2 ou 3 mots sur mon équipe et mon cabinet, nous pensions que l'intérêt de venir débattre parmi vous
pour mon équipe, c'est justement le fait qu'on est une équipe très internationale. Moi-même, je suis anglais, de nationalité britannique, mais j'ai passé un long moment en travaillant à Paris, chez le cabinet J, que je pense que vous devez connaître tous, position d'établissement depuis un moment à Tunis. Oui, tout à fait, merci pour la précision. Mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que mon équipe autour de la table est composée d'avocats dont je pense la plus jeune à 28 ans, le plus vieux, moi, déjà presque 43 ans. Et ça vous donne une idée sur 6 personnes différentes qui se sentent tous internationalisés en travaillant, pas forcément toujours pour les cabinets internationaux, parce que je pense que au moins 5 d'entre nous ont commencé nos vies professionnelles et passé les premiers 5 ans dans nos barreaux locaux avant de commencer à travailler un peu plus à l'international. Donc voici l'intérêt. L'équipe que je vous présente, moi je suis Nicholas Che. Ensuite, il y a mes collaborateurs Roger Cannell, Ravinda Turkle et Jean-François Le Gall, et Clémentine Mutin, et aussi Noisine Bounani, qui sont derrière. Donc je pensais qu'on pourrait éventuellement commencer à aborder les sujets que nous avons proposés. Et c'est là, je pense, où je vous repasse la parole, M. le bâtonnier, et aussi mon frère du barreau de Tunis, parce que on voulait vous demander quelle est votre vision et quels sont vos espoirs pour votre barreau et pour Tunis, suivant le Arab Spring. Bonjour à nos invités et à mes confrères tunisiens. La tâche n'est pas facile pour présenter en quelques mots un grand dilemme qui oppose justement les structures nationales depuis les accords du GATS et depuis 1995. J'avais appelé à l'époque, dans une conférence qui s'était tenue à Mahdia, suite immédiatement à la signature des accords sur la libéralisation des services, à notre barreau et à mes confrères d'avoir une position sur cette question. Depuis lors jusqu'à maintenant, à vrai dire, nous n'en avons aucune. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui n'engage que moi. Donc, n'engage que moi, et j'imagine que ça doit être la position de beaucoup de mes confrères, et surtout, je pense, des jeunes. L'intitulé de cette rencontre est les cabinets internationaux, collaboration ou concurrence. Moi, j'aimerais commencer par la relation concurrentielle et ce qu'est une concurrence et dans quelles conditions pouvons-nous avoir une concurrence telle que les économistes l'appellent une concurrence pure et parfaite ou une concurrence loyale. Dans les autorités de régulation, le Conseil de la concurrence tunisien, la Commission européenne, le Conseil de la concurrence français, l'on a beaucoup débattu de ces conditions de concurrence entre entités économiques, entités marchandes. De prime abord, ma position, je l'ai écrite dans un article qui a été mal reproduit dans notre revue de Mohamed, intitulé provocateur. J'ai choisi de dire, en 2009, lors d'une réunion du CIB, j'ai présenté justement sur cette question un développement intitulé « De grâce, messieurs les bâtonniers, dites non à l'OMC ». Pourquoi? Parce que je considère qu'on était parti dans les négociations des accords de Marrakech, que les services juridiques étaient des services marchands, qui pouvaient être considérés comme étant des services marchands, et moi je plaide et je dis non, et on est beaucoup et nombreux à le dire et à le penser en Tunisie, et partout ailleurs dans le monde, heureusement d'ailleurs, parce que ce mouvement tend à s'agrandir. L'avocat ne donne pas une prestation marchande, l'avocat preste une prestation à caractère particulier qui est loin d'être exclusivement marchande.
Il a un côté entrepreneurial et institutionnel dans la gestion de son cabinet, mais il ne preste pas dans les conditions de la concurrence telles que la veulent les économistes. Si l'on s'approfondissait un tout petit peu en droit de la concurrence, je vous dis, il y a deux données fondamentales en droit de la concurrence. Pour être loyale, une concurrence entre des opérateurs dans un secteur, elle a besoin d'être prestée et opérée par des opérateurs agissant dans des conditions d'égalité. Égalité de structure et égalité de comportement. En Tunisie, nous sommes 8000 avocats. La majorité d'entre nous, nous n'avons pas atterri avocat par vocation, mais beaucoup parce que le marché ne nous donnait pas aux juristes des alternatives autres que celles d'être dans une profession libérale. Nous exerçons à 99% des cas dans des structures unicellulaires. Nous avons, en matière de déontologie, nous progressons très lentement et nous n'avons pas développé une jurisprudence déontologique performante, permettant justement, compte tenu des structures ordinales, nous n'avons pas pu développer donc une jurisprudence déontologique telle qui permettrait à notre profession de s'organiser dans des travaux de collaboration, dans des cabinets de groupe, etc. Autant, je vais essayer d'être rapide, mais la situation, on peut la dépeindre dans une enquête sur le terrain pour vous donner une idée sur ce qu'est le métier d'avocat. Par ailleurs, et surtout, nous avons une tradition chez nous à exercer dans des domaines comme le droit des sociétés, la fiscalité, la propriété immatérielle. Ce sont des domaines où vraiment qui ont une importance quasi anecdotique, c'est-à-dire dans notre part de chiffre d'affaires, beaucoup de nos confrères n'ont jamais traité ces questions parce qu'elles ne sont pas traitées dans l'enseignement supérieur, parce que les ordres successifs n'ont jamais prêté attention à ce genre de spécialités majeures et qui sont très porteuses au niveau du chiffre d'affaires des cabinets. L'avocat en tant que tel, par nos institutions nationales, l'avocat tunisien, n'a jamais été perçu comme une entité économique qui a des conditions de rentabilité, un bilan de fin d'année, etc. J'en reviens aux données de base en matière de droit de la concurrence. Pour traiter d'un cas de concurrence, le Conseil de la concurrence tunisien, l'autorité de la concurrence française, la Commission européenne, etc., partent tous de la même logique. Le marché de référence, c'est-à-dire le marché sur lequel le marché de référence, de quoi est-ce que l'on est en train de parler? Parlons-nous de l'avocat qui preste en contentieux pénal et qui plaide et qui n'a pas besoin d'une structure lourde derrière lui, ou parlons-nous des due diligence et des fusions-acquisitions et du droit à une nouvelle matière qu'on appelle le droit des sociétés approfondies? Est-ce que celui qui fait l'un forcément fait l'autre et opère sur l'autre marché, ou s'agit-il de marchés identifiés et identifiables en tant que tels et donc séparés? Certains plaident, ou par le passé ont plaidé pour cette séparation. L'avocat, le métier d'avocat dans le monde est seul et unique. Celui qui défend la femme violée a autant de mérite, de besoin de connaissances et de spécialité que celui qui va défendre et qui va prendre un dossier de fusion-acquisition, et il n'est question que de répartition de tâches dans le même cabinet. Vous êtes, messieurs, invités dans un pays où dans le code d'incitation aux investissements, la profession d'avocat n'existe pas. Au jour où je vous parle, pour inscrire une société en tant que société d'avocat, vous devez passer par le subterfuge audit. Sinon, cette profession... Donc, en tant qu'institution, notre pays ne reconnaît pas légalement, aujourd'hui, notre métier en tant qu'une entité économique. Donc, quand on parle de la concurrence, encore faut-il que le marché de référence soit identifié, encore faut-il que nous soyons réellement opérateurs sur ce marché,
Et encore faut-il que ces opérateurs-là aient la formation adéquate pour être des opérateurs valables. Si on prend toutes ces conditions-là, vous allez être les seuls à réussir à être opérateurs sur notre marché. Et vous allez pouvoir nous exclure facilement. D'ailleurs, notre ancien régime nous avait exclus, et à chaque fois qu'il avait besoin d'assistance pour un projet de loi ou pour une grande fusion-acquisition, a fait appel à des cabinets étrangers. Il a invalidé ses diplômes, ses institutions de facto. Et donc, vous venez dans un pays où les autorités ordinales et l'État post-révolutionnaire a la charge de recréer ce métier, de le reconnaître, de lui reconnaître des conditions de privilège pour qu'il existe. L'enseignement du droit de la concurrence avait élaboré deux théories pour dire qu'une telle institution opère dans des conditions illégales ou non concurrentielles. Ce sont la notion d'abus de structure ou d'abus de comportement. À partir du moment où deux entités économiques ont des structures l'une vis-à-vis de l'autre tellement différentes, on parle d'abus de position dominante, d'abus, bref, tellement différentes, déjà il n'y a plus de concurrence possible parce qu'il y a ce qu'on appelle une situation d'abus de structure. Si vous prenez par exemple aujourd'hui Géant au Carrefour et vous le comparez à votre épicier du coin, qui ne peut faire ni promotion, ni solde, ni rien du tout, le juriste spécialiste de droit de la concurrence que vous êtes, vous allez conclure que ce mastodonte exerce une situation d'abus de structure sur les autres mini-opérateurs sur le marché. L'abus de comportement, c'est autre chose. Vous pouvez être dans une situation égalitaire structurellement, parce que là, nous sommes quand même le pot de terre contre le pot de fer. Vous êtes autant d'avocats unicellulaires, c'est-à-dire vous êtes seul avec une secrétaire, vous avez en face de vous un cabinet qui fait 400-600 avocats avec en plus tous ses collaborateurs. J sont à 480 jusqu'à très peu de temps. À Paris seulement, avec des locaux qui sont classés monuments historiques, donc qui ont une valeur patrimoniale inestimable. Comparez-les à vos cabinets, qui vous êtes généralement locataires, vous arrivez à peine à payer votre secrétaire. Là, on est carrément dans un dysfonctionnement structurel où on ne peut plus parler de concurrence telle que la science économique l'a développée dans nos universités et les ouvrages que vous avez dû consulter lorsque vous avez étudié les sciences politiques en première année ou deuxième année de droit. En abus de comportement, le cabinet Brown Runding se met en association avec la CCI pour venir organiser un séminaire pour lequel sont inscrits 150 juristes et parmi lesquels 7 seulement sont avocats ou inscrits en tant que tels. 10 non payants et 7 inscrits en tant que tels. Est-ce que vous, moi, nous pouvons aller à Washington organiser une telle activité dans ces conditions-là? Et là, on est en plein dans l'abus de comportement. Donc, droit de la concurrence, 2 chapitres, abus de structure, abus de comportement. Si une entité, telle que l'entité avocat tunisien unicellulaire, ayant très peu de compétences dans les matières porteuses, économiquement porteuses, telles que les fusions-acquisitions, parce que vous avez beau créer le plus beau cabinet de Tunisie, mais si vous n'avez pas des fusions-acquisitions, des restructurations d'entreprises, vous n'aurez pas de quoi payer vos loyers. J'en parle, je suis en société d'avocats. Et je suis en société d'avocats avec des états financiers depuis pratiquement 10 ans, en régime réel, beaucoup plus, en régime réel. Donc, quand je parle de ça, j'assume toute ma responsabilité. Mes clients sont connus depuis. Et j'en parle pourquoi? Sous l'Ancien Régime, certains cabinets ont grandi en ayant, et je suis obligé de le dire, quelques, S à la fin sans S,
complaisance avec une structure politique dans le pays. Et se sont agrandis parce que l'État avait besoin de quelque... Bon. Cela, moi je ne les considère pas faisant partie du marché, de notre marché de référence. L'État nous avait exclus du marché de référence. Notre marché de référence est donc constitué de petites affaires où on n'est pas obligé de fournir des factures, donc on ne peut même pas calculer nos revenus par cabinet d'une manière efficiente pour préparer quelque chose, pour préparer disons une position par rapport aux accords du GATS. Donc nous n'avons pas la transparence qu'il faut, nous n'avons pas le savoir-faire qu'il faut. Et il y a eu 2 gouvernements de transition depuis la Révolution. Qu'ont fait ces 2 gouvernements de transition pour créer les grands cabinets tunisiens qui vont, au moins au niveau de la structure, non pas nous faire rentrer dans le jeu des grands, mais au moins que l'on soit des cabinets de référence chez nous. Moi, je n'en sais rien. J'ai demandé aux bâtonniers, à nos structures, d'enquêter sur cette situation. Qui sont les cabinets conseillers du gouvernement actuel? Parce que ne nous leurrons pas. Il n'y a pas de grands cabinets d'avocats qui ne soient liés aux grands contrats d'État et qui n'ont pas fait les grands contrats d'État. Parce que c'est avec ça que vous pouvez travailler, c'est avec ça que l'on a besoin d'être à plusieurs, c'est avec ça qu'on gagne de l'argent pour réinvestir, pour embaucher des jeunes, pour leur savoir-faire. Et là, je suis obligé d'aller plus vite et vous dire que de quoi sera fait l'avenir. Moi, je dirais, l'avenir, doit être fait d'une position de fond, après un débat sur cette question. Avons-nous à accepter l'installation des grands cabinets étrangers pour être salariés chez eux et donc de vulgaires sous-traitants sous une forme ou une autre, ou devons-nous patienter et demander aux autorités ordinales tunisiennes de dessiner une stratégie claire pour qu'il y ait la possibilité de créer de grands cabinets, pour que le gouvernement soit obligé, même quand il fait des appels d'offres internationaux, d'intégrer des avocats tunisiens, qu'ils soient en société ou non, parce qu'il faut, la concurrence requiert un marché transparent des services juridiques. Est-ce que le marché des services juridiques est transparent aujourd'hui? Non. Donc, pas de concurrence. Donc, c'est toujours l'ancien système qui perdure, d'une manière peut-être améliorée. Personne n'en est responsable parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir en profondeur sur cette question. Donc, préparer une stratégie, arrêter donc, je dirais, dans le cadre d'un modus vivendi avec le GATS, arrêter un mémorandum de 4 de 5 ans, arrêter de recruter les avocats parmi les derniers de la classe, ceux qui ont fait bac lettres et faire une grande... Bien sûr, il faut avoir le courage à un moment de le dire, parce que nous avons des gens qui sortent de l'université, qui ne sont pas anglophones, qui ne sont pas francophones, qui n'ont pas la maîtrise des langues, qui n'ont jamais fait de comptabilité, de gestion financière. Ceux ne seront pas des avocats d'affaires. Dans un cabinet, on peut faire plusieurs spécialités, mais le cabinet est aussi, et surtout, et par nécessité, un cabinet d'affaires. Il faut être honnête là-dessus. Je ne peux pas, aujourd'hui, on ne peut pas, bien sûr, chez Mackenzie, il y a un département droit de la famille. Tout à fait. Mais ce n'est pas ce département-là qui fait vivre à Mackenzie. Ce sont les fusions-acquisitions. Donc, on a besoin d'avocats qui font la NAFTA, ou ou la Hawali Shakhsiya, mais dans de grandes structures, pour les constituer. Nous n'avons aucun privilège fiscal pour être en société. Nous n'avons aucune reconnaissance légale des sociétés d'avocats. Nous ne savons même pas comment... J'ai déposé un dossier pour être une société d'avocats agréée en cabinet de formation. Je vous assure que c'est la croix et la bannière. Ça fait 2 ans que ça dure. Le Madani a fait opposition. La protection civile a rendu un rapport parce que la salle de formation, on loue une salle dans un hôtel. Quand on fait une formation pour nos clients, eh bien, on l'a fait dans cette salle. Alors, le Madani a fait opposition en disant que la salle, bref, il faut des extincteurs et tout. Mais, donc, finalement, pour qu'il y ait des grandes sociétés d'avocats, il faut absolument et préalablement qu'il y ait une volonté politique et que nos dirigeants soient conscients que c'est une nécessité nationale, aussi bien et d'égale urgence avec celle d'avoir des médecins compétents, des chirurgiens compétents et des ingénieurs qui sont capables de créer une charpente sans qu'elle tombe immédiatement après. Donc, tout ça rentre donc dans une stratégie. Comment conçoit-on
la profession et dans quelles limites cette profession doit-elle opérer. Est-ce que l'on va nous exclure, ce qui a été à un moment le cas, du domaine des affaires, pour faire des affaires, des opérations occultes, d'affairistes? Ou allons-nous avoir un marché des affaires ouvert où tout le monde peut être opérationnel? Donc, tout ça, moi je vous pose des questions. Ma position est de dire qu'on est loin en Tunisie de pouvoir accueillir avec des applaudissements les sociétés étrangères. Moi, personnellement, j'en vois un concurrent qui a aussi bien le délit d'abus de structure et d'abus de comportement, et que tout ce qu'on peut négocier dans une structure à déterminer, c'est le mémorandum qu'on va nous donner 4-5 ans pour nous préparer à cette échéance. Et merci. Je tiens d'abord à remercier mon frère Doumi, avec lequel je partage une partie de l'analyse. À savoir qu'effectivement, si nous nous référons aux critères de la science économique, si on se réfère aux critères de la science économique, il n'y a pas effectivement les conditions nécessaires à un système de concurrence. Mais moi, je préfère aborder la question d'un autre point de vue. Le point de vue est le suivant, c'est un peu plus positif à mon sens. Le point de vue est le suivant: si nous devons attendre des encouragements par-ci, des lois nouvelles par-là, on ne fera jamais. À mon avis, il faut qu'on prenne nous-mêmes, en tant qu'avocats tunisiens, le taureau par les cornes et que l'on s'organise en cellules ou en structures suffisamment, réunissant suffisamment de compétences et établissant des rapports, si vous voulez, ou une gestion transparente de ces cabinets-là. Il faudrait que l'initiative vienne de nous. Nous sommes profession libérale, ne nous attendons pas à ce qu'en les circonstances actuelles du pays, l'on reçoive une bouée ou un secours de quelque autorité que ce soit. On risque de différer le problème pendant quelques années sans avancer d'un pas. Donc, s'il y a lieu de faire un appel aujourd'hui, plutôt que de faire un appel à l'obtention d'un moratoire, moi je dis il faut que l'ordre fasse l'effort d'organiser des conférences pour inciter les gens de la profession à s'organiser en société sous quelque forme que ce soit. Il peut s'agir pour commencer de sociétés de moyens, tout simplement. Il peut s'agir de sociétés plus développées, mais essayer d'organiser des cellules qui puissent être opérationnelles et qui puissent fonctionner à peu près de la même manière que certains cabinets étrangers, et en particulier des cabinets européens, qui, rassurez-vous, ils ne sont pas tous de la dimension de Gilles Lorette-Noël. Le cabinet moyen en France est de l'ordre de 15 avocats, à Paris tout au moins, pas en France. En France, la moyenne est plus faible. À Paris, il y a de parfaits cabinets qui travaillent très bien avec 4 ou 5 départements, avec une vingtaine d'avocats, plus des consultants extérieurs. Donc, à mon avis, plutôt que d'attendre que le secours nous vienne de l'extérieur, il faut faire le ménage devant chez soi d'abord. Il faut que l'on initie nous-mêmes des regroupements, chacun à sa manière, sous la forme la plus modeste au départ, mais c'est une dynamique à créer. Et cela n'empêche pas de voir, si vous voulez, à travers les expériences des autres pays, comment ont fonctionné ces cabinets. N'oubliez pas, si je veux prendre le cas de la France, que je connais parfaitement bien, ces regroupements se sont faits essentiellement à l'occasion du passage de la fonction de conseiller juridique, qui étaient les avocats américains, anglais en France, au statut d'avocat. Donc c'est ça qui a fait les grands regroupements. Mais auparavant, c'était des conseillers, donc des consultants, si j'ose dire, externes, des salariés de cabinets d'avocats, qui faisaient le job parce que c'est eux qui connaissaient les fusions-acquisitions, c'est eux qui connaissaient le monde de la finance, c'est eux qui connaissaient la comptabilité et le management, alors que les avocats français, c'était des avocats comme nous, qui ne connaissaient, enfin, comme la plupart d'entre nous, disons, qui ne connaissaient que le contentieux et l'exercice traditionnel du métier d'avocat. Donc, moi, à mon sens, la problématique doit être déplacée, recentrée. Il faut que notre appel s'adresse d'abord aux gens ici présents et à l'ensemble des membres de la profession pour qu'ils se regroupent. Qu'ils se regroupent
il n'est pas nécessaire que le regroupement soit géographique dans un premier temps. Il peut s'agir d'accords entre cabinets de différentes spécialités. Créer des synergies qui préparent le regroupement. Regroupement qui prépare la création de grandes sociétés d'avocats. Et en attendant, ne pas avoir la frilosité de dire non à la coopération avec tel ou tel cabinet, parce que le cabinet étranger, de toute manière, qui vient en Tunisie, à mon sens, il ne vient pas nous enlever notre clientèle. En fait, pour les grands dossiers qu'évoquait tout à l'heure Farhat Edoumi, ils sont consultés alors que les cabinets d'avocats tunisiens ne sont pas consultés, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas besoin d'une présence géographique en Tunisie pour récolter les grosses affaires étatiques ou des grands contrats internationaux que peut avoir la Tunisie. Ils les ont de toute manière. Ce qui peut changer à travers une coopération saine, c'est que, au lieu de perdre leur temps à rechercher des consultants dans la clandestinité, etc., c'est d'établir des relations transparentes avec des cabinets fiables, des cabinets qui regroupent des compétences qui peuvent leur être utiles. Et dans ce cas, la coopération devient fructueuse pour les deux parties, et donc elle mettra fin à la frilosité qui s'est jusqu'à ce jour. Je vous remercie de votre attention. Merci, Saïd. Bon, monsieur, on constate déjà par l'intervention de nos... Ah, c'est un avocat. Avocat national. Ah, il faut que je... Voilà. Déjà, on constate par l'intervention de deux de nos collègues qui sont reconnus sur le plan international, M. Farhatoum et M. Aya, la divergence de points de vue. Les deux premières interventions, il y a déjà deux points de vue divergents. M. Farhat a émis le souhait d'établir une stratégie. Et M. Aya, il est rentré déjà dans deux tactiques. On peut déjà passer par la formation et l'incitation à des petits regroupements. Bon, je reprends pour M. Farhatoum, entre parenthèses, ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans des conférences à propos de la situation des avocats. Et je constate qu'à chaque fois, vous retournez sur le thème de la concurrence. Et je crois que vous rappelez mon intervention avec vous à l'hôtel Hamamet concernant la concurrence. Je pense qu'on ne peut pas établir une stratégie si on ne fait pas un diagnostic de la profession. Concernant la concurrence, les parts de marché et un peu la rationalisation de l'étude ou l'approche de la profession d'avocat, j'ai fait dans une assemblée générale avec maître le bâtonnier Absatar Belmoussi pour établir quelles sont les parts de marché et la différenciation entre le service juridique et le judiciaire et le pourcentage. Déjà ça depuis 6 ou 8 ans. Déjà avec maître Abdel Bouraou, il y a 12 ans peut-être, on a parlé de la question de la concurrence et de la formation des cabinets et la mise à niveau des cabinets d'avocats. Donc, ce n'est pas un sujet tout à fait nouveau ou de façon subite dont on va parler. On est 8000 avocats et il faut dire aussi qu'il y a une progression dans le chiffre dans les 8 ou 5 dernières années. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une profession qui a vécu pendant peut-être 80 ou 90 ans dans un chiffre à moins de 3 zéros. Et puis, au bout de la clôture du siècle, on passe tout de suite à 8000. Donc c'est un chiffre qui est multiplié par 8. Et ça a des causes et ça a des conséquences. Bon, je ne vais pas accaparer la parole très longtemps, mais je vais essayer quand même d'apporter un point de vue que je pense une analyse historique et réelle. La profession d'avocat, maintenant, sur les 8000, c'est une profession catastrophée et même sinistrée. Et je pense qu'il y a très peu d'avocats qui me diraient le contraire en Tunisie. Vous avez parlé de problèmes de fin de mois pour le loyer des cabinets et la structuration et les équipements. Ceci est dû à une position politique qui, je pense, historiquement, a été en 83 ou 84. N'oublions jamais qu'en Tunisie,
en 1960 ou 61, à l'occasion d'une plaidoirie du bâtonnier en exercice, le défunt Mahoum Khaled, il a plaidé dans une affaire banale de référé entre la municipalité de Tunis et les propriétaires du casino qui étaient juifs. Et il a dit que le droit ne reconnaît que des sujets de droit, qu'ils soient musulmans ou juifs. L'avocat de la municipalité a fait une autre histoire. Il a dit, vous insultez Bourguiba, des trucs comme ça. L'après-midi, il a été arrêté. Le bâtonnier en exercice. Le conseil de l'ordre, il a été dissous et des avocats ont été désignés dans la commission administrative provisoire. Et chaque jour, l'après-midi, il passe à la présidence de Carthage pour avoir des instructions. Ceci a duré presque 10 ans. Le bâtonnier à l'histoire, 19, 8 ans. 8 ans. 8 ans, c'est pas peu. Sur un nombre de peut-être 200 avocats. Ceci a donné des comportements et a donné aussi des règles et des usances de, comment je dirais, de cette mouellette du Vanzaré. Pas compétence, allégeance au pouvoir. Et cette allégeance, elle s'est perpétuée. Et nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons mis les photos de tous les bâtonniers, sauf le défunt Abdelrahman Abdoubi, le premier nommé directeur de la commission paritaire. On l'a enlevé parce qu'on a dit que c'est lui qui a succédé, mais les autres qui ont été nommés par Bourguiba sont là à égalité avec ceux qui sont élus. Ça, c'est pour la petite histoire et pour la méconnaissance de l'histoire et du développement de la profession. En 81-83, il n'y a plus de parti politique en Tunisie, il n'y a plus d'activité politique en Tunisie. Il y a eu le grand affrontement entre le gouvernement et la centrale syndicale, le JPT. Toute la direction a été mise en prison. Seul notre cher bâtonnier, le très valeureux, Mansour Chafi, il s'est érigé en unique défendeur du droit, des libertés et de la dignité nationale à ce moment-là. Et les avocats ont pris corps et âme pour la défense du syndicat. Et là, Bourguiba, il est passé de la vindicte individuelle, Khaled, Sadr Boulet qui a été emprisonné, Abou Bakr qui a été emprisonné, il y a plusieurs gens qui ont été emprisonnés et même morts dans la prison, dans la période des années 60. Il a passé à l'affrontement structurel. Et si on est maintenant en 2012 sinistré, c'est parce que l'amorce de la guerre structurelle a commencé, je dirais, en 85-86. C'est lors de l'amendement du premier code procédure civile et commerciale, par exemple, un prémisse, la désignation du critère de la compétence du tribunal de première instance, c'était 3 000 dinars. Et ils ont, parce que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire au cantonal, au moins de 3 000 dinars. Et la moyenne du contentieux, c'était, oui, écoutez, je pense que si moi j'accepterais très volontiers qu'on me dise là, vous vous trompez. Moi j'accepterais, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, comme le dit certains conseils, on ne peut pas se mettre au fond de la mer sans passer par la plage. Il faut commencer. Si on va maintenant essayer de proposer. Oui, je suis en train de. Oui, courir sans sauter. Donc, je reprends un peu. C'était la première atteinte à la structure des avocats. Pourquoi? Parce que le code de procédure civile commerciale, il s'applique à tous les avocats sans exception, même situé un avocat du PSD à ce moment-là. Donc, élever le plafond du cantonal de 3 000, où l'avocat est facultatif, à 10 000, et puis les avocats ont fait une guerre et l'ont abaissé arbitrairement à 7 000. À ce moment-là, la moyenne, 7 000 dinars, la moyenne du contentieux, en lui-même, c'était aux alentours de 7 000. Ce qui a fait que le portefeuille des avocats, le marché des avocats judiciaires, a tombé, a chuté d'une façon extraordinaire. En même temps, il commence à rentrer les avocats d'une façon, par exemple, avant, on faisait rentrer 3 ou 4 avocats tous les 3 ou 4 mois. Après, par exemple, il y a 2 ans, 1000 avocats dans une seule séance ont été admis. Donc, vous pensez que dans une position aussi intermédiaire sur le plan international, c'est l'aggravation. Ça, si c'était arrivé dans les années 40,
on l'aurait assimilé très facilement parce qu'il n'y a pas eu de brusque changement sur le plan international. Mais quand ça coïncide sur le plan national, une volonté politique farouche et déclarée pour casser la profession d'avocat. Et en même temps, on commence par des changements et des bouleversements sur le plan international. Donc, c'est certain que les avocats de la profession, elle commence. Bon. Les atteintes, je ne vais pas les énumérer, elles sont nombreuses. Mais elles sont parfois perfides et hypocrites, insidieuses, et vicieuses, et perverses. Par exemple, les avocats, et je suis obligé de reciter encore une fois sous le témoignage de notre confrère Maître Léger, à cette Assemblée Générale, j'ai dit par exemple, Maître Nordine Ferchier, un avocat, de par sa place, de par son travail et de par son imaginaire, a développé un angle de travail aux avocats. C'était sa présence et son assistance dans un conseil d'administration de société. Pourquoi? Parce que lorsqu'il assiste son client, c'est-à-dire qu'il prend un mandat pour assister au conseil d'administration, les autres vis-à-vis sont obligés d'apporter leurs avocats, et ceci a ouvert la voie aux avocats d'être présents dans un conseil d'administration. Et là, ils commencent à élargir le spectre d'intervention du judiciaire au juridique, au conseil juridique, et par nécessité. Malheureusement, l'amendement qui est passé sous silence, je l'ai dénoncé dans l'Assemblée Générale avec Maître Assad Moussa, l'amendement du Code social de commerce. Nous avions un Code de commerce sur la vie de toutes les sociétés. On a fait abolition du Code et un tabula rasa, et on a fait un nouveau code, Code social de commerce. Où est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une petite intervention. Avant, pour être membre du conseil d'administration, il faut être administrateur. C'est la seule condition. Maintenant, on a supprimé cette condition et on a ouvert le droit d'être présent dans un conseil d'administration à tous, sauf les interdictions légales. Et là, je vais enchaîner avec Maître Farhad concernant la concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire, les interdictions légales? L'avocat en Tunisie, l'article 23 du code, je ne sais pas, le Marsoum, je dis pas le nom, il est interdit de cumuler la profession d'avocat avec certaines activités et essentiellement le commerce. Or, une société peut être mise en faillite et étendre la faillite aux membres du conseil d'administration. Or, pour étendre la faillite à une personne, il faut qu'il soit d'abord un commerçant. Et s'il est commerçant, donc il est en situation de cumul et d'interdiction. Donc imaginez un peu, et là c'est illustratif, de la volonté du législateur et du pouvoir à perpétuer le matraquage de la profession d'avocat. Ceci illustre tout. Et un deuxième chapitre là-dessus. Ceci, c'est pas cette seule loi. Je n'ai pas tout le temps d'énumérer. Et on a fait quelques assemblées où on a demandé à beaucoup d'avocats de faire l'inventaire des lois qui font la guerre à la profession d'avocat. Nous étions une profession en guerre contre le pouvoir depuis les années 80. Nous n'avons pas les mêmes armes. Eux, ils ont toutes les armes, y compris le pouvoir législatif. Il fait sortir toutes les lois qu'il veut. Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas décidé la lucidité d'énumérer ces lois. Mais ça, c'est très significatif, M. Farhad, concernant un secteur que vous imaginez porteur de droit de société. Imaginez un peu qu'est-ce qu'on a fait. Le conseil, à titre d'exemple, parce que pour mesurer, il faut comparer la profession des commissaires au compte qui ont fait des associations avec des grands cabinets, et pour eux, ça marche très très bien. On leur a donné en 2005 le droit, l'obligation de nommer 2 commissaires au compte par société selon certaines conditions. Pourquoi? Parce que le doyen du conseil de l'ordre, chaque fois, il fait des télégrammes de félicitations à M. Ben Ali. Nous, notre doyen, il ne fait pas de félicitations, au contraire, ils font des réprimandes à M. Ben Ali. Alors M. Ben Ali, lui, il répond. Voilà. Et ceux qui subissent et payent le coût, ce sont les avocats. Nous, les avocats, les avocats. Entre autres, ça, c'est une. La deuxième, par exemple, j'essaie d'activer. Je pense que c'est très important parce que pour imaginer une solution, il faut déjà diagnostiquer ce qu'on a. Il y a une autre position, par exemple. Nous, les avocats, on est en train d'exercer, au moins sur le plan civil et commercial, de la même façon que nos chers confrères, ou compères, pas confrères, d'il y a 5 ans.
la procédure, elle est la même. On est obligé d'être bloqué dans une salle toute une matinée. On fait 1 heure de trajet pour passer toute une matinée pour présenter des conclusions ou juste demander le report pour répondre à des conclusions. Pire que ça, la question de la décentralisation. Les avocats en Tunisie, il y a des statistiques. 50% du nombre des avocats en Tunisie, depuis 1900 ou 1990, la moitié est installée à Tunis. Quand il y a 4 avocats, c'est 2 avocats à Tunis et 2 à l'intérieur. Quand c'est 1000, c'est 500 à Tunis. Nous, maintenant, sur 8000 avocats, on a à peu près 5000 avocats à Tunis. Sur le barreau de Tunis. 5000 avocats, et ce n'est pas plus. Sur les 5000 avocats, il y a 99,99